Shingeki no Kyojin, Death Note, Black Lagoon, High School of the Dead, Kabaneri of the Iron Fortress, c'est dur à dire, ou encore plus récemment Bubble, Tetsuro Araki est un réalisateur exceptionnel. Et j'ai eu la chance de l'interviewer et j'avoue c'est un format que je ne fais pas souvent, voire jamais sur ma chaîne. Donc j'espère que vous apprécierez la vidéo. Il va nous lâcher des petites pépites pendant l'interview. Restez jusqu'à la fin parce que jusqu'à la toute dernière question, j'avoue, j'ai eu des petits frissons. Alors c'est parti pour l'interview d'un GOAT. Araki, bonjour, c'est un honneur de vous avoir. Vous avez 20 ans de carrière derrière vous. On vous connaît pour Shingeki no Kyojin, Death Note, High School of the Dead, un de mes préférés, et bien d'autres. Et on va vous poser quelques questions aujourd'hui et ça va être ultra intéressant. Merci. Merci. Oh. Déjà, pour un peu mieux vous connaître, pour tous ceux qui aimeraient connaître un peu mieux votre carrière, pourquoi l'animation et qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers la réalisation, le storyboarding à travers l'animation depuis votre enfance? Quand j'étais tout petit, j'ai adoré, je suis tombé dingue de Gundam. Je voulais faire exactement ce que faisait le même travail que le créateur de cette série, donc Tomino Hiroshiyuki. À partir de ce moment-là, mon but était de rentrer dans le monde de l'animation pour faire son travail. Écoutez, c'est incroyable, je pense que c'est réussi. Est-ce que le format manga ou le manga vous a déjà séduit? Vraiment, c'est que l'animation. J'ai testé plein de choses à l'université. J'ai été dans un club pour dessiner des mangas, j'ai même fait du théâtre. C'est à ce moment-là, après avoir tout essayé, que je me suis dit que c'était vraiment je voulais du visuel, enfin de l'animation. Il fallait que ça bouge. C'est ça qui m'a poussé à finir dans l'animé. Comme Gundam en fait, hein. Il fallait que ça bouge. À votre vingtaine, donc tout début 2000, vous arrivez chez Madhouse, donc, qui est un studio extrêmement respecté depuis les années 70, qui a vu énormément de qualité aussi passer chez Madhouse. Comment ça s'est fait cette arrivée dans ce studio? Rentrer à la Madhouse, c'était pas du tout difficile en fait. Il fallait juste avoir un permis de conduire, mais c'est une fois à la Madhouse que ça s'est compliqué. On reparlera des complications, mais j'aimerais quand même savoir c'est quoi cette histoire de permis de conduire. En fait, au départ, j'ai pas été embauché en tant qu'employé à plein temps. C'était un petit boulot. Et en fait, la seule qualité qu'on demandait aux personnes qu'on embauchait à cette époque-là, c'était d'être sérieux, de savoir écouter. Et donc, le fait de passer le permis, c'était la preuve que, en fait, on avait voilà, de sérieux, exactement. Et on n'avait pas besoin forcément d'avoir le bac ou quoi que ce soit, mais c'était ça qu'on demandait pour être sûr que la personne qu'on embauchait avait. C'est totalement étonnant. Alors, on voit sur votre carrière qu'il y a énormément de storyboarding et également côté réalisation. Qu'est-ce qui vous a le plus plu et pourquoi vous êtes parti aussi sur le storyboarding et finalement, qu'est-ce que vous aimez le plus entre les deux? En fait, moi, ce que je voulais faire, c'était des storyboards. Et en gros, la personne, dans le monde de l'animation, en tout cas, la personne qui fait le storyboard, en général, c'est le réalisateur. Celui qui sait faire un storyboard, c'est être un réalisateur. Donc, moi, j'avais vraiment confiance en la qualité de mon travail en tant que storyboarder. Et c'est pour ça que j'aime faire ça. Et c'est tout naturellement que je suis devenu réalisateur aussi en même temps, puisque en général, les deux, ça va de pair. J'avais cru comprendre ça à travers... on a reçu Rintaro-san sur Yata, et il nous expliquait justement qu'il avait été réalisateur, mais il avait beaucoup fait de storyboard, et c'était à partir du moment où il avait fait du storyboard qu'il a pu accéder à la réalisation, donc c'est assez compréhensible. Que l'on soit clair, Rintaro, son travail, c'est 10 fois meilleur que le mien. Il n'y a même pas de comparaison possible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un storyboard de Rintaro, mais en fait, ça saute aux yeux. Vous comprenez directement pourquoi il est différent des autres. Non, c'est une œuvre d'art. Je peux confirmer. Il est très intéressant et très drôle. Il l'a déjà rencontré? J'ai travaillé à ses ordres, mais j'étais encore très bas dans l'échelle, donc j'ai échangé quelques mots avec lui, mais ça s'est arrêté là. Mais je me rappelle d'une personne, d'un dandy, quoi. C'était vraiment une personne très gentille. Pour revenir sur votre carrière, bien évidemment, on commence avec Galaxy Angel, pour finalement avoir la chance aussi de travailler en 2006 sur Black Lagoon, mais surtout 2007, c'est Death Note. Et Death Note, c'est l'explosion mondiale. Est-ce que vous avez eu la pression? Comment vous avez vécu la popularité fulgurante de cet animé? Comment ça s'est passé? Donc quand le sponsor nous a demandé, donc c'était Nihon Telebi, nous a demandé de faire l'adaptation d'animé de Death Note, et ben au sein de l'entreprise, personne n'a levé la main lorsqu'il y a eu la réunion pour savoir qui allait prendre le projet en main, sauf moi, parce qu'en fait, tous les vétérans, ceux qui avaient de l'expérience, savaient qu'en faire ce dessin animé, on était déjà en 2006, il fallait le faire avant la fin de l'année, et qu'il y avait faire la première saison en un temps record, tout en ayant en plus la pression du résultat, parce que c'est une série à succès déjà, enfin en manga. Donc personne n'a levé la main sauf moi. Et moi, j'ai accepté. Et finalement, ça m'a réussi. Donc du coup, Death Note, on le sait, c'est une DA particulière avec une
colorimétrie assez sombre, surtout avec le personnage de Light qui est extrêmement bien travaillé. Donc ça a été quoi les enjeux de cette adaptation? Et difficultés aussi? La grosse difficulté, c'était de mettre en scène, c'est-à-dire dans un dessin animé donc où il y a de l'animation, des scènes qui justement sont censées être fixes. Souvent des gens autour d'une table qui discutent entre eux. Donc effectivement, tous les dialogues sont super intéressants et c'est ça qui est génial dans cette licence. Mais à mettre en scène donc en animation, c'était beaucoup dur. Donc il a fallu trouver des astuces pour rendre intéressant et plus visuel cette histoire, et notamment en rajoutant des scènes d'animation à des personnages ou à des scènes d'animation qui n'existaient pas, sans aller trop loin par rapport à la VO, ou ajouter des mouvements au livre, voilà, de lui faire des mouvements qui n'existaient pas forcément dans le manga. Et donc c'est voilà, tous ces petits ajouts qui ont été subtils, qu'il a fallu ajouter pour rendre ça intéressant à un public qui regarde un dessin animé. Donc à cette époque, chez Madhouse, on a des animés comme Monster, par exemple, en 2004, ou encore Nana, en 2006. Ça vous aurait plu de travailler dessus? Est-ce qu'il y a un des deux univers entre ces deux-là qui vous parle plus? Alors c'est vrai qu'à cette époque, au moment un peu à cheval entre ces deux œuvres, moi je travaillais sur Black Lagoon, et c'est une œuvre sur laquelle j'ai adoré travailler, et c'est pour ça que j'ai pas trop de regrets de pas avoir pu travailler sur les deux autres. Mais même si le réalisateur qui travaillait sur ces deux travers, c'était mon senpai, et surtout mon maître en fait, celui qui m'a un peu élevé quand je suis arrivé dans l'entreprise, donc et que je respecte énormément. Et quant à la question de savoir laquelle des deux œuvres sur laquelle j'aurais éventuellement aimé vouloir travailler, c'était évidemment Monster. Parce que quand j'étais étudiant, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'université, j'ai travaillé j'étais dans un club de manga, et l'un des mangaka que j'aimais le plus copier en fait pour m'entraîner à dessiner, c'était Urasawa, et en l'occurrence Monster. Donc voilà, effectivement, si je devais en choisir un des deux, ça aurait été Monster. On comprend bien que son domaine de prédilection, c'est plus tout ce qui est shonen, seinen, un peu action, un peu sombre. On le voit à travers sa carrière. Effectivement, j'aime, mais le problème, c'est que si je faisais trop de seinen, je les rendrais trop sombres, trop sérieux. C'est pour ça que le mieux pour moi, c'est un bon shonen avec de l'action. C'est finalement ce que je préfère, ce sur quoi je préfère travailler. Et on a adoré. En 2012, Wii Studio est créé, et à peine un an après, on leur donne ce projet de Shingeki no Kyojin. Du coup, vous allez travailler avec eux. Mais comment s'est passée cette transition entre Madhouse, qui est là depuis quelques années, et ce studio fraîchement arrivé? Alors pour vous expliquer la raison pour laquelle j'ai changé de studio, c'est tout simplement parce que Madhouse a tellement c'est dans ses gènes de faire de l'adaptation de mangas qui sont déjà connus, ou en tout cas de faire des dessins animés qui ont une œuvre originale. Et moi je trouve, et non seulement que c'est plus intéressant et aussi plus dur de partir de zéro d'une création originale. Et en fait, à l'époque, il y avait le production IG, et il y avait donc un monsieur qui s'appelait Nakata Tetsuya, qui était donc production IG, et qui a créé le studio 8, et à ce moment-là, il lui a proposé de venir, on va faire de l'œuvre originale. C'est comme ça qu'il a été appelé, et donc je me suis dit, ah ouais, ça peut être super intéressant. Donc 2013, Shingeki no Kyojin arrive. Quelle a été votre première impression? Est-ce que vous connaissiez déjà? Dès le premier tome, en fait, la sortie du premier tome du manga, donc, au Japon, ça a eu tout de suite beaucoup de succès. Au sein du studio, avant même qu'on parle d'une adaptation de dessin animé, on me disait, ah ça c'est un dessin animé qui est fait pour toi, là. Et moi j'ai regardé, j'ai lu le manga, ah ouais effectivement j'adorerais faire ça, etc. Donc voilà, c'était quelque chose, donc il a apprécié le fait qu'on l'ait choisi déjà pour le faire. Apparemment c'était désigné que ça soit lui, mais toujours est-il que lui ça lui fait plaisir de le faire, parce qu'il voulait le faire quand il a lu le manga. Donc dès le premier épisode, on sent une atmosphère lourde, vraiment extrêmement pesante. On a aussi dans l'animation des zooms sur les yeux, des moments assez forts. On ressent un peu même le même type de colorimétrie qu'on retrouvait sur Death Note. C'était quoi en fait votre vision quand vous avez lu le manga, et pour que ça prenne directement en fait? Oui, effectivement, quand le contrat a été signé et qu'on a décidé que c'était moi qui allais faire l'animé, dans l'entreprise, on me disait, c'est un manga dont les scènes d'horreur, enfin les scènes assez bourrin, sont ce qui le fait vendre. Et donc on m'a dit, faudrait carrément dès le départ choisir de faire le même type d'horreur et de scènes bien hard, et quitte à faire une croix sur la TNT, une diffusion sur l'équivalent de la TNT japonaise, et de faire ça directement sur les chaînes un peu spécialisées du satellite. Le sponsor Pony Canyon, on a dit non, je pense qu'on peut le faire, quelque chose de plus, quitte à faire
faire un petit peu moins bourrin, un peu moins violent que la série, mais de le rendre un peu plus visible à tout le monde. Bien sûr, c'est pas ultra censuré, mais de le rendre un peu plus visible et donc adaptable sur la télé, on va dire classique. Et mon sponsor était d'accord. Et je suis persuadé qu'on pouvait arriver à obtenir un résultat correct sans dénaturaliser l'œuvre originale. Voilà. L'enjeu était de taille. Je pense qu'ils l'ont diffusé un peu plus tard, du coup, pour ces raisons-là. D'ailleurs, en termes d'animation, on se pose toujours la question du côté un peu compliqué de l'animation, des parties les plus complexes. On a tous pensé au bataillon d'exploration avec l'équipement tridimensionnel et ce passage. Est-ce que c'était ça le plus compliqué à animer ou c'était autre chose? Alors c'est le point de vue du réalisateur, mais moi j'ai trouvé ça au contraire. Alors c'est vrai quand on regarde le manga et qu'on dit qu'on va devoir adapter ça en animé, la première chose, la chose la plus dure, c'est de se dire voilà tout ce qui ne bouge pas, comment on va le faire bouger dans le dessin animé. Donc c'est mon rôle de travailler, de créer un peu les scènes, qu'est-ce qui va bouger, voilà, c'est moi notamment dans le storyboard qui doit gérer tout ça. Mais ceux qui ont vraiment souffert, c'est vraiment évidemment les animateurs. Mais moi, j'ai trouvé que de chercher comment faire bouger tout ça, qu'est-ce qu'on devait avoir, qu'est-ce qui devait avoir un impact visuel impressionnant. Donc le fait de choisir ça c'était très excitant pour moi. C'était pas dur, mais c'était excitant. Alors j'ai plus trop le décompte. Je sais que ça a pris effectivement plusieurs mois, mais c'est une personne qui l'a fait, c'est notre génie, Ima Moligove. Et alors bien sûr, il y avait aussi, ça a pris du temps aussi pour adapter le son à l'image, etc. Il y avait beaucoup de travail là-dessus, donc évidemment c'est pas que l'animateur qui a souffert, mais ça a pris du temps effectivement. Voilà, donc Ima et Arifumi, donc c'est leur as des as, leur tueur en série dans l'animation. Et oui, effectivement, ça a pris un peu de temps. Ça doit se compter en mois. On dit que Hajime Isayama était très impliqué dans le projet. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Alors, c'était pas forcément toutes les semaines, mais au moins une fois par mois, on se voyait, on se faisait des réunions où je pouvais lui poser toutes les questions que je voulais pour l'adaptation, les questions que je me posais. Et c'était vraiment une personne super, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Ça confirme ce qu'on pensait, c'est incroyable. Elle est déjà présente depuis très longtemps dans l'animation, mais depuis la saison 4 de MAPPA, sur l'attaque des Titans, beaucoup ont parlé de la CGI. Et c'est devenu un sujet récurrent sur les réseaux, surtout pour les fans un petit peu énervés. Qu'est-ce que vous pensez de la CGI? Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Est-ce que vous avez un avis peut-être un peu plus poussé sur ce sujet? J'utilise les images créées par ordinateur, les CG, la 3D. Je sais que c'est utile. Pour certaines scènes, en fait, c'est en fonction des scènes et en fonction des équipes qu'on a en place. Pour certaines scènes, c'est ou indispensable ou préférable, mais des fois, il faut le faire. Et dans chaque studio, selon les compétences qu'on a sur place, on a des fois pas le choix que d'utiliser. Et en l'occurrence, cette quatrième saison, c'est MAPPA. Chez eux, pour certaines scènes, ils en avaient besoin et moi, je m'adapte à ce qu'ils disent, c'est-à-dire à ce qu'ils demandent, à leur demande. C'est-à-dire que pour telle scène, s'ils ont besoin de faire de la 3D, je les laisse faire de la 3D, mais c'est à eux, c'est leur décision et je respecte la décision du studio. Petite question dans la question, on dit souvent que c'est un gain de temps. Est-ce que c'est vrai? Le fait d'utiliser les 3D, ça va pas rendre plus facile la création d'un dessin animé. Déjà, ça va dépendre des compétences. C'est-à-dire que si dans le studio, on a un bon graphiste 3D talentueux, peut-être que ça va effectivement rendre les choses plus faciles. Mais dans tous les cas, ça va lui prendre du temps, il va devoir faire passer des nuits blanches. Et ça serait la même chose aussi pour un animateur. C'est-à-dire que si on se dit, tiens, on a tel animateur qui a des super compétences, on va pas faire la séance en séquence en 3D, on va utiliser l'animateur parce qu'on sait qu'il va pouvoir le faire. Mais dans tous les cas, que ce soit infographiste ou l'animateur, dans tous les cas, il va devoir passer des nuits à bosser dessus pour faire rendre la scène belle et avec les exigences qu'on veut. Donc je rebondis sur ce que vous disiez avec le côté Nuit Blanche. Depuis quelques années, l'animation c'est vraiment au centre des discussions sur les réseaux sociaux et dans le milieu des fans. On parle surtout des conditions de travail. Vous qui avez été dans 2 studios différents, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce qu'il y a eu des moments très durs et est-ce que c'est vrai que du coup il faut pas dormir? Alors, je peux parler que pour moi, mais j'ai fait oui de la nuit blanche, même plusieurs nuits blanches d'affilée, ça m'arrive, mais c'est mon choix. Je ne le voyais pas comme quelque chose de bien. En fait, j'avais autour de moi, à chaque fois, dans les studios où je suis allé, des personnes géniales pour qui je voulais me battre parce que c'est un travail qu'on fait en commun. Et je voulais me battre pour elles. Et j'ai toujours, même si c'était dur, j'ai toujours apprécié ces moments-là. Je les ai choisis. Ça m'a jamais traversé l'esprit de dire ah c'est nul. Voilà. En tout cas pour moi, ça m'a jamais
m'aurait dérangé et je n'ai pas plus d'avis que ça. Quand on nous dit vous avez tant de temps pour faire un animé, c'est une bénédiction. Voilà, on m'a donné ce temps-là, il faut que je me donne à fond pour cette mission qu'on m'a donnée et j'en suis, en tout cas moi j'en suis heureux. Alors, dernière question, et c'est une question assez importante. Quelle place a la musique dans votre métier? Parce que vous avez pas mal travaillé avec Hiroyuki Sawano, que ce soit avec Shingeki ou même Bubble, pour notre plus grand bonheur d'ailleurs. Ça fait vraiment partie intégrante de la partie réalisation. Sawano Hiroyuki, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'adore, non seulement en tant que personne, mais aussi en tant que compositeur. Je pense que voilà, la musique a autant d'importance, c'est-à-dire à 50% que l'image. Parce qu'il y a certaines scènes, on peut se battre, on peut avoir les meilleurs animateurs du monde, pour qu'il y ait un impact, s'il n'y a pas la musique derrière, on n'obtient rien. Donc pour moi, la musique, ça a une importance capitale pour obtenir l'impact dans la scène qu'on veut. Donc oui, ça a une très grande importance pour moi. Très contente de cette réponse. Juste une toute petite question. Est-ce que vous écoutez des musiques en particulier lorsque vous faites vos storyboards? Oui, ça m'arrive souvent d'écouter pendant mon travail des musiques dont l'ambiance est proche de ce que je veux faire pour m'inspirer. Et souvent, des fois, j'ai la chance d'avoir la musique déjà prête. Donc ça m'aide à finir ou à améliorer ou à changer mes storyboards en fonction de la musique. Il a eu bien de la chance, il a eu les musiques d'Hiroyuki Sawano avant nous. En tout cas, merci beaucoup pour tout votre temps. C'était extrêmement intéressant. J'espère un jour vous revoir pour vous poser toutes les autres questions que j'avais. En tout cas, merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche, de liker. Je fais tout à l'envers. C'est pas grave, je suis fatiguée, ok? Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire une idée de vidéo d'un projet, comme d'habitude, pour la prochaine vidéo. Et sur ce, bye bye les Nakama.